Quand on s'est mariés, tout de suite on s'est dit, il y a plein d'enfants dans le monde qui sont à l'abandon. On aura des enfants, à nous, si on peut, parce qu'on ne savait pas si on pourrait, et on adoptera. Je suis née dans la rue, et 18 jours après la mort de ma maman, c'est ça? Ouais. Bah, j'ai mon papa qui m'a mis à l'orphelinat. J'ai toujours été celle qui n'a pas de parents, celle qui a la DAS, toujours. Quand ils sont arrivés dans l'orphelinat, je suis arrivé les bras comme ça et j'ai fait papa, maman. Et du coup, ils se sont dit, bah c'est lui. Pour moi, les liens de sang, ça veut rien dire. Pour moi, c'est vraiment l'amour qu'on apporte à quelqu'un et c'est ça qui était très important. Le soir, je pleurais pendant 1 heure. Je m'arrêtais pas. Ça venait de là, ça venait des tripes. On était des parents qui essayaient d'être parents, mais on n'arrivait pas en tout cas d'être les parents de Sonia. Il testait, il testait, il testait, il testait. Je pense qu'elle teste comme ces enfants-là, de voir jusqu'où on va l'aimer. Et je me reconnaissais pas. En colère, à crier, à devenir quelqu'un d'autre. J'ai vraiment pensé à certains moments qu'on avait gâché notre vie. Elle décide qu'elle m'aime et ça y est, ça doit donner toutes les raisons, l'amour. Je suis ta maman, tu es ma fille et donc c'est obligatoire. Donc, sauf que non, c'est pas obligatoire parce que c'est ma mère, parce qu'elle l'a décidé, pas moi. L'adoption, c'est une histoire délicate, que chacun entame avec ses bleus à l'âme et au corps. C'est une histoire de cœur, mais une histoire que l'amour ne suffira pas à écrire. Il faudra du temps pour tisser les liens, pour construire une famille. Et derrière les images de bonheur se cacheront souvent la douleur, la colère et les doutes. Alors moi, je suis Jean-Michel, donc je vis depuis plus de 40 ans avec Paulette. Et nous avons adopté en équipe avec nos 2 garçons, les 2 aînés. Ça a tellement transformé notre vie qu'à certains moments, on s'est demandé si c'était un bon choix. Jean-Michel avait envie d'avoir une fille. Voilà. Donc ça nous a décidé aussi. Et on a fait une demande pour une fille petite. Et un jour, on nous a proposé un garçon de 8 ans. Le descriptif était quelques lignes qui disaient que c'était un enfant qui était depuis 3 ans dans un orphelinat, qu'il avait un fort tempérament, ce qui nous a plutôt plu, parce qu'on était assez contents d'avoir quelqu'un qui avait du caractère, en disant de toute façon on est prêt à tout, il n'y a pas de problème, on pourra faire face. On ne se voit pas dire « Ah ben non, c'est pas cet article qu'on voulait, vous n'avez pas autre chose en magasin ». Voilà, c'est comme ça que Grégoire est arrivé dans notre vie. Ma mère a dit « Ah non, vous n'allez pas faire ça ». C'est-à-dire qu'elle nous voyait partir vers la difficulté en disant « Vous avez des enfants qui sont magnifiques, vous vous entendez bien avec eux, pourquoi vous allez gâcher votre vie, en gros ?» Ce qui va relativement de soi avec nos enfants naturels, c'est vrai que là, il faut tout construire. Il faut créer un lien, quoi. Et c'est un boulot, c'est un boulot. Je crois que cette période difficile a duré 12 ans, en fait, entre l'adoption à 8 ans et ses 20 ans. On s'est trouvé face à une situation qu'on ne savait pas gérer. Je m'appelle Barbara, depuis toujours. Je suis née en Amérique latine. Mes parents sont mes parents, bien qu'ils ne soient pas mes parents biologiques. La France est mon pays, bien qu'il ne soit pas mon lieu de naissance. Avant d'avoir fait le grand voyage de l'Amérique latine en France, j'étais dans une maison d'accueil, on dirait en France. Pour moi, là-bas, c'était une maison normale. C'était, il y avait une nounou, en fait, on disait nounou. Il y avait d'autres enfants, Lucho, Tenga et un grand garçon.
Et puis, je me rappelle aussi de notre plat préféré, qui était les pâtes de poulet. Voilà. Je me rappelle d'un petit muret. Je me rappelle que je suis tombée, c'est une petite trace que j'ai gardée aussi de cette chute, et que j'aime bien, en fait, parce que voilà, c'est vraiment une marque que j'ai gardée de là-bas. Je me sentais chez moi, bien qu'on soit beaucoup dans la même chambre. Donc oui, c'était une vie heureuse. La première fois que mes parents sont arrivés, ma mère est arrivée avec un beau manteau de fourrure. Mon père qui était habillé aussi de façon très classe. En fait, c'est juste qui sont ces gens. Et puis, ils ont des yeux que pour vous. Ils ne font que vous regarder, un regard... on sait. En fait, on sait que c'est pour nous. En fait, c'est... Voilà. On sait que c'est le tour arrive de quelque chose qui va tout ébranler. Et qui, quand on y pense, ébranle encore un peu. Je ne sais pas pourquoi. Et donc, du coup, ils sont arrivés avec des poupées, une dinette et tout ça. Et le jour du départ, en fait, alors ils ont fait ça de façon extraordinaire, c'est-à-dire plein de ballons dans une voiture. Donc ça y est, on comprend que là, c'est fini, en fait. On sait à cet instant même que notre vie ne sera plus jamais la même. On le sait de façon instinctive, on ne sait pas ce que c'est. Et donc oui, c'est un petit peu comme si comme une feuille qu'on déchire, en fait. Émotionnellement, à un moment donné, on ne se pose plus de questions. D'ailleurs, j'ai fait que dormir. Après, je dormais beaucoup. Et quand je me réveillais, c'était pour hurler. Puis je voulais partir, je voulais me cacher tout le temps. Je me cachais tout le temps. Dans l'aéroport, je me dissimulais tout le temps, en fait. Je voulais disparaître, en fait. Il y a une envie de disparition. Pour pas être trouvée, pour pas être prise. Ne pas être prise, enlevée, prisonnière d'une grande dame qui vient vous arracher à votre vie. Ceux qui vont adopter un enfant peuvent-ils seulement imaginer la terreur que peut ressentir celui qu'ils viennent chercher. Cette rencontre, ils l'ont rêvée, la nuit, le jour. Mais l'inconnu que ces tout nouveaux parents prennent dans leurs bras n'est pas celui de leurs rêves. C'est un être abîmé par l'abandon, rudoyé par l'orphelinat, blessé d'avoir été mal aimé, pas aimé, violenté parfois. J'ai une première fille aînée qui s'appelle Avantika, qui est arrivée à 9 mois. Ensuite, Sonia a suivi 2 ans après. Je m'appelle Sonia, j'ai 26 ans. J'ai été adoptée à l'âge de 16 mois, à Bombay, en Inde. Au départ, j'aurais bien sûr aimé avoir des enfants comme tout le monde. Et puis la vie a fait que la personne avec qui j'étais à ce moment-là avait un problème chromosomique. Donc du coup, j'étais 8 fois enceinte et 8 fois j'ai perdu les bébés. Donc suite à ça, c'était soit une insémination artificielle avec donneur ou l'adoption. Je trouvais que l'adoption était plus juste. Et l'enfant arrive et on vous le donne. Et là, on devient une lionne avec son petit. Plus personne ne peut l'approcher. Et voilà. Et l'enfant vous regarde. Enfin, moi, avec Avantika, ça s'est particulièrement bien passé. Ça s'est fait, quoi. La rencontre s'est faite. C'est ça que je pourrais dire. La rencontre s'est faite. L'arrivée de Sonia, c'est pareil. C'est un deuxième enfant qui arrive. On a autant de joie que pour le premier. Et on découvre une petite fille toute maigrelette, qui déjà, quand je la prends à l'aéroport, pas tellement envie de venir avec moi. Hein. Elle me repousse, elle geint, enfin, on voit que c'est déjà un peu compliqué, quoi. La relation, elle se fait pas forcément systématiquement, quoi. C'est qu'on doit se rencontrer, et se rencontrer, faut le vouloir, en fait. Et moi, j'avais vraiment envie de rencontrer cet enfant, quoi. Ça pouvait pas être un échec, quoi. J'avais été la chercher, il fallait qu'on se trouve, quoi. Alors que Sonia, elle aurait peut-être bien voulu, mais elle pouvait pas. Elle avait pas envie que je la prenne, quoi.
Ce qu'il nous a raconté, c'est que sa mère le battait et qu'un jour, il a décidé de ne pas rentrer. Il voulait plus de cette vie-là. Donc, il a préféré rester dans la rue. C'est pas un enfant qui a été abandonné. C'est lui qui est parti. Il avait forcément moins de 5 ans. Il avait, oui. Quand il a décidé ça. Donc, moins de 5 ans pour décider un truc Ça comme révèle une certaine personnalité aussi. À l'orphelinat, il nous a raconté qu'il y avait une espèce de hit parade des pays adoptants. Il préférait être adopté aux États-Unis. C'était le top du top. Le deuxième pays au hit parade, c'était la Suisse. La France arrivait en 3e position. Donc quand on l'a adopté, on a essayé de discuter avec lui pour voir s'il était d'accord pour venir avec nous. Et il dit qu'il était d'accord pour venir en France. Et il a dit oui à tout. On croit qu'on adopte un enfant, c'est lui qui adopte. C'est lui qui adopte tout. Je m'appelle Anna. Aujourd'hui, je suis mariée et j'ai 2 enfants. J'ai été placée à la DAS à l'âge de 5 mois. J'ai été adoptée à l'âge de 4 ans et demi par des parents bretons, mais dans les Yvelines. J'étais dans un hôpital dans lequel il y avait aussi une cellule de placement familial où étaient placés les enfants qui étaient en attente d'adoption. On m'avait prévenu le matin que 2 personnes, un couple, allaient venir me voir. J'ai été le dire à tout le monde. Moi, mais vraiment sur mode, moi je vais avoir des parents et pas toi. C'était ça. C'était ce qui est absolument pas bien. Mais voilà, tellement... Parce que j'étais contente d'avoir enfin des parents, d'être enfin normal. Que j'étais pas. J'ai toujours été celle qui n'a pas de parents, l'orpheline, celle qui a la DAS. Ça a été très rapide. Hein. Je les ai vus un jour, le surlendemain, j'étais adoptée. Quoi. Voilà. Ils ont dû ramener des vêtements parce qu'on a été délivrés nus. Donc j'ai ce souvenir-là, c'est-à-dire qu'ils m'ont habillée, mais genre vite fait dans les toilettes avant de partir, quoi. Et après, je me rappelle aussi qu'ils sont allés m'acheter des chaussures et qu'ils m'ont portée, parce que j'étais pieds nus, jusqu'au magasin de chaussures pour pouvoir essayer des chaussures. Je me rappelle de ça. Je l'ai pas vécu comme quelque chose de brutal parce que de toute façon, depuis que je suis née, ça a été tout le temps ça. Tu fais tes valises, tu pars, du jour au lendemain. J'étais placée à la DAS, après j'ai été placée en famille d'accueil. C'est-à-dire tout le temps des changements brutaux auxquels je devais m'adapter au final. Et là, c'est le début d'une nouvelle histoire. Dans ma tête, c'était pas définitif, hein, parce que rien n'était définitif dans ma tête. Pour moi et après pour Damien, l'adoption était assez évidente parce que mes parents sont divorcés et j'aime beaucoup mon beau-père et c'est un père pour moi. Et je savais que je pouvais aimer des enfants de la même manière que lui m'avait aimé et que c'est pas parce qu'il sortait de mon ventre où ça voulait rien dire. Une fois qu'on a eu l'agrément, on a contacté différentes associations qui nous a fait clairement comprendre que ou on était trop âgés, ou qu'ils n'avaient pas le temps, ou trop de dossiers, ou on a dit que ce serait pas si facile. Et puis à un moment, on a eu le coup de chance. On a eu la chance de connaître quelqu'un qui nous a mis en relation avec une association américaine. Cette association nous a permis de nous aider à adopter à l'étranger, en Russie. On a atterri à Moscou, et de Moscou, on a changé d'aéroport. On a atterri à Perm à 6 h du matin. Il faisait -20. On se retrouve au ministère avec notre coordinateur et notre traductrice. On a rendez-vous avec la dame qui était en charge de notre dossier. Et on essaie de demander comment ça va se passer au moins dans la journée à venir. On attend ce moment-là depuis des mois, des années. On sait que c'est presque là. Et là, la dame du ministère nous annonce... vous comprenez bien que les enfants en bonne santé sont adoptés en priorité par les Russes et que pour l'adoption à l'étranger, c'est essentiellement ou de grands enfants ou d'enfants handicapés. Vous avez demandé des jeunes enfants
en bonne forme physique et ça ne va pas être possible. On va vous présenter 2 enfants. Mais avec des légers handicaps. Ah. Moi, je dis non, on ne veut pas les voir. Notre agrément, il y a marqué dessus, jeune enfant en bonne santé, pas d'handicap. Donc non, la France a donné ça comme agrément. Je me rattache à ça, quoi. Enfin, ce petit bout de papier. Et le coordinateur dit, on va aller quand même les voir. C'est une sorte de protocole à suivre. Il faut passer par là. On va aller les voir. Et dans la voiture, je dis, moi, je veux pas m'accrocher parce que je savais qu'enfin, j'aime beaucoup les enfants en règle générale. Et regardez ces petits, je voulais pas m'attacher à eux. Donc je les ai vus et c'est pas que j'ai été dure, c'est qu'ils me faisaient des sourires et que je répondais pas à leurs sourires. Et ça, je le regrette. On n'était pas prêts à ça, en tout cas. Le lendemain, on avait de nouveaux rendez-vous, genre à 11h, 11h30, et on avait toujours l'histoire de la veille. Donc on s'est dit, oh là là, où est-ce qu'on va? Un peu encore du nouveau, où est-ce qu'on va? Et quand on arrive à l'orphelinat, on nous dit qu'il faut d'abord voir le médecin de l'orphelinat, qui est également la directrice à l'époque, et qui nous parle d'un petit garçon qui a 2 ans et demi, qui s'appelle Andrei. Il est là, Andrei? Sa maman ne s'en occupait pas. S'en occupait mal, ou s'en occupait pas, le nourrissait très peu. Il y avait beaucoup de bruit et de passage. Et les voisins se sont plaints et il a été retiré à la garde de la mère à l'âge de 10 mois. Elle nous le décrit comme un enfant assez peureux, qui parle pas beaucoup, qui est très émotif, qui pleure souvent. Donc on s'était dit... Il sourit jamais. Et ce petit garçon est arrivé... Bonjour. Je crois que c'est un de ses premiers gestes, c'est de sourire, de nous sourire, non? Ouais. Il nous a charmés, mais vraiment, il nous a charmés. On a partagé des choses que je n'avais pas voulu partager avec les 2 premiers enfants. Ils nous ont demandé notre premier avis et si on décidait de l'adopter. Hop là! Et voilà! On avait appelé la pédiatre de Paris, on lui avait dit, il parle pas beaucoup, mais elle avait dit c'est normal, dans les orphelinats, les enfants sont très peu sollicités, donc c'est normal qu'il ait un petit retard de langage. Et on est allé au ministère de l'Éducation pour dire qu'on souhaitait adopter cet enfant. On a été le chercher, on a amené nos affaires, donc ils l'ont déshabillé, ils l'ont mis tout nu, ils ont mis nos affaires. Les vêtements qu'on avait apportés. Et là, madame qui s'occupait de lui a fait un bisou et ça s'est passé en moins d'un quart d'heure après. Ah ouais. J'imagine une maman qui sort de la maternité avec son enfant et qui lui présente à la terre entière. J'étais dans cet état-là. C'était mon Théo, c'était limite le roi lion. Je ne sais pas comment dire, c'est idiot ce que je dis. C'est complètement idiot, je m'en rends compte. Il y a un moment d'euphorie, effectivement, qui s'est prolongé toute la soirée. Oh là, c'était super. Après, dans la soirée, on couche Théo. Et quand on se couche tous les 2 dans la chambre, moi, personnellement, j'ai dit, ça y est, je suis maman, on a fondé notre famille, ça y est, c'est mon fils qui est à côté. C'est à ce moment-là, précisément, que j'ai su. Nous nous sommes mariés il y a 19 ans et nous avons décidé d'adopter car les enfants biologiques ne sont pas venus. On voulait adopter des Colombiens, je suis colombienne, et ça a été, entre guillemets, plus vite. Et on était chez ma belle-fille, sa fille aînée, et le dossier est arrivé. On était fous de joie, c'était quelque chose de merveilleux. J'avais hâte, j'ai commencé à les aimer. Lui, il me disait, mais comment tu peux aimer si tu ne les connais pas? Mais oui, je pense qu'on peut.
Nous sommes arrivés en Colombie et on avait hâte de les rencontrer. Moi, je dis que ce moment-là, c'est l'accouchement. C'est Paola, quand elle a vu la porte ouverte, elle nous a vus et elle a crié « Maman, papa !» Et tout de suite, il s'est jeté dans nos bras et ça y est, j'avais accouché. Je ne sais pas si c'est là ou après, qui était écrit dans le dossier, c'est quand même qu'ils avaient eu des maltraitances très graves, à la fois psychologiques, c'est dans le dossier là, oui, oui, à la fois psychologiques et physiques, c'est-à-dire de la part de la mère. La mère a frappé violemment les enfants, à tel point que Paola, d'après l'histoire, et c'est vrai parce qu'elle a des marques, elle a des cicatrices. Elle est arrivée à l'hôpital. En mauvais état. Oui, presque 2 morte. 2 fois. Je m'appelle Sacha, j'ai 16 ans. J'ai été adopté en Ukraine à l'âge de 2 ans. Moi, je m'appelle Dimitri, je viens de Bulgarie. J'ai été donc adopté à l'âge de 18 mois. Eh ben, nous sommes frères aussi. Le fait d'avoir été abandonné, pour moi, c'est une douleur. C'est une cicatrice. L'adoption, c'est quelque chose que tu vivras, quoi qu'il arrive, toute ta vie. C'est aussi le fait, quelque part, d'oublier une partie de soi-même. La nuit, quand j'étais plus jeune, ça s'est manifesté par des crises de désespoir. C'est vrai qu'il y avait des moments, sans le savoir, le soir, je pleurais pendant 1 heure et demie. Je m'arrêtais pas. Et je voyais pas forcément pourquoi, la cause. Et puis après, je savais que c'était ça, en fait, qui revenait. Cette chose-là que tu peux pas expliquer, et pourtant tu la ressens. Et ben voilà, c'est pas facile. Quand on a reçu le dossier de Sonia, il était marqué que c'était une petite fille qui avait cessé son développement psychomoteur à l'âge de 6 mois quand sa maman est décédée. Déjà, longtemps, elle a refusé de s'alimenter. Si je lui donnais à manger avec la cuillère, elle me menaçait de vomir. Donc il fallait que je lâche la cuillère. Ça a duré longtemps, ça. Ça a duré très longtemps. Et puis elle attendait à la porte, comme si elle attendait que quelqu'un vienne la chercher, quoi. Non, ça a été très très compliqué tout de suite. Tout de suite. Tu voulais être avec ta maman? Oui, voilà. Des flashs, j'en ai quelques-uns. Notamment d'imaginer ma maman aussi. C'est vrai, j'ai des flashs. Je suis persuadé qu'elle est blonde. Pourtant, je sais pas pourquoi. Je suis persuadé. Et ça, je sais pas ce que t'en penses. Moi, brune. Bah, toi, brune, peut-être, mais moi, je suis persuadé qu'elle est blonde. Voilà. Je sais pas si toi, t'en as ressenti des flashs, mais... Ma mère, j'ai juste fait une fois où j'ai rêvé qu'il y avait ma mère qui arrivait, qui me disait que c'était ma mère, etc. Et que moi, je l'ai repoussée. Et je lui ai dit de partir, et elle est partie. Mais ça se finit comme ça. J'ai toujours eu peur, au tout début, qu'il me ramène à la DAS. Je pensais pas que c'était quelque chose de définitif. Et j'avais peur encore d'être abandonnée, qu'on me laisse. Et il y a un jour, je me rappelle, on est parti au pique-niquer un dimanche, voilà, avec mes parents au bois de Boulogne. Et après le repas, mon père a voulu, ce qui est sympa, qu'on fasse une partie de cache-cache. Et là, ça c'est pas du tout passé, là, en fait. C'était un stress pas possible pour moi. C'était pas possible. J'avais trop peur qu'il m'abandonne, en fait. Dans les informations que j'ai eues en lisant mon dossier, il est noté que ma mère a essayé de se suicider dans la forêt. Et que elle a abandonné ma sœur de 18 mois toute seule dans la forêt. Et moi, je ne sais pas où j'étais. Je parle de choses dont je n'ai pas la certitude. Mais moi, je sais dans mon corps, moi, je sais ce qui s'est passé. Je sais que ma mère m'a fait du mal. Je le sais parce que je l'ai ressenti. Je l'ai ressenti à plusieurs reprises.
Déjà, quand j'étais enfant, je marchais les pieds devant, comme ça, en rotation interne. Et mes parents adoptifs, donc mes parents, ils m'ont emmené voir un orthopédiste qui voulait me faire poser une prothèse de hanche à 8 ans. Je suis allée voir un ostéopathe qui a dit non, c'est un bassin traumatique. Va le remettre en place. Traumatique, ça veut dire que il a reçu un choc. Voilà. Et ça a duré plusieurs semaines. Quand il me soignait, il y a beaucoup de choses qui sont remontées. Beaucoup. Et j'ai senti que ma mère m'avait fait tomber par terre. Bébé. Je l'ai senti, c'est remonté. J'en suis quasi sûre. Ça a été très dur pour moi de grandir. Et pourtant, je voulais grandir. Je voulais sortir de cette enfance, en fait. Je voulais effacer, on peut pas. Mais je voulais être à l'instant d'après tout le temps. Moi, avec Sacha, quand j'ai des moments un peu tristes, c'est sûr, ça m'arrive et c'est normal, je pense. Je l'appelle et je lui dis, bah ouais, je suis pas bien, viens, on parle. Et puis voilà, le soir, on se fait un café et on discute. En fait, on reproduit exactement la même chose que quand on était petit, c'est-à-dire parler le soir dans notre lit, parce qu'on avait un lit superposé, et on faisait des discussions jusqu'à 1h du matin. Et papa venait d'ailleurs nous disputer, et puis on reproduit ça, cette fois un peu plus grand finalement, on évolue, mais on quitte pas les habitudes, je pense pas. Pour moi, le fait que mon frère et moi on soit adoptés, mais pas du même pays, a peut-être fait en sorte que je sois encore plus attaché à lui, et donc plus protecteur, on va dire. On a beau ne pas avoir le même sang, ne pas avoir les mêmes parents, ne pas avoir la même vie, en tout cas le début de vie, on s'aime encore plus, je pense. Il y avait une petite chose qu'on avait remarquée en Russie, mais qui nous va être le début finalement de la nouvelle histoire Théo, c'est qu'il se dandinait pour s'endormir. Donc il tournait de droite à gauche pour s'endormir. Et arrivé en France, au bout d'une semaine, nous sommes allés voir la pédiatre avec qui on avait eu tous les contacts. Elle me dit, mais c'est normal. Ces enfants sont très peu sollicités, très peu portés, très peu câlinés. Donc le fait qu'ils se dandinent comme ça le saoule, ça le berce, c'est sa manière à lui de s'endormir. Bon, d'accord, ok. Et on reste là-dessus. Tout ce qu'il faisait d'un peu étrange, c'est normal. D'accord, ok, c'est normal, pas de problème. Donc tout va bien, moi j'ai repris le travail, tout se passe bien, il n'y a aucun souci. Et puis un jour, la directrice de l'école maternelle, qui est aussi sa maîtresse, dit Théo, il balance beaucoup quand même, ça m'inquiète un peu, puis il a tendance à s'isoler quand même. Donc elle nous dit d'aller voir un centre qui est à Chaville, où il y a un psychiatre. Il dit oui, c'est un petit gars, il dit c'est un petit gars qui a du retard, mais bon, vu son passé, c'est un peu normal, rien de grave. On va le prendre un peu à temps partiel avec l'école, ça va faire plaisir à la directrice. On dit ok. Et puis les maîtresses se plaignent de plus en plus de Théo en disant il a une différence. Alors nous, on voit tout de suite, on voit pas, on se rend pas compte. Vraiment, ça nous paraît. Il sortait un peu des cases, effectivement. Il sortait un peu des cases par rapport à un enfant lambda, mais pas à ce point-là, quoi. Et puis je crois que. Et puis on était aussi avec l'objectif d'un enfant adopté, donc qui a besoin de beaucoup d'attention. Enfin, et commencent les fameuses réunions PPS, projet personnalisé de scolarité, et on s'en prend plein les dents. Le tribunal. Théo, il sait pas faire ci, il sait pas faire là, et il a agressé tel copain, et il est dangereux dans le machin, et il est. Ce qui est pas vrai. Et on s'en prend plein la tête. Et c'est terrible parce qu'on comprend rien de ce qui est en train de se passer. Le mot handicap n'est jamais prononcé, jamais. Donc on n'y pense pas, puisque de toute façon c'était marqué sur le papier, on voulait pas d'enfants handicapés. Pas dans les Donc cases. comme c'est marqué. Oui. Mais enfin, moi, j'étais comme c'est marqué sur le papier, Théo, il n'est pas handicapé, on ne veut pas d'enfant handicapé, donc Théo n'est pas handicapé. En fait, moi, là où j'ai pris l'impact de handicap, c'est quand il va chez l'orthophoniste, parce qu'elle doit remplir la prise en charge
Et dans le motif de remplir la prise en charge, elle marque handicap mental. C'est un immeuble quand même qui tombe sur la tête. Ça fait super mal. Ça fait très 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 mal. Mais c'est là. La vie en orphelinat peut provoquer des troubles du développement. Mais Marianne et Damien l'ignoraient. Désormais, ils courent, de questions en espoir. Théo est devenu la petite étoile autour de laquelle tourne leur vie. Mais le passé n'oublie personne. Chez d'autres enfants adoptés, les souvenirs enfouis deviennent colère, rejet, violence, désespoir. On est sûr que malheureusement, ils sont vus et entendus des choses qu'à leur âge, des choses qu'il ne fallait pas. Et la mère, disons, faisait venir des copines pour des soldats qui passaient. Enfin, on sait ce que ça veut dire. Tout ça dans une cabane, en fait. C'était pas une maison, hein, c'est une cabane avec une seule grande pièce, avec un rideau qui séparait les parents des enfants, en terre battue, sans eau ni électricité. Donc, si vous voyez, c'était des conditions très dures. Et puis, et vous imaginez un enfant de 300, 4 ans, Paola un petit peu plus âgée, de voir et entendre des choses qu'il ne fallait pas. Ça marque énormément. Ma fille avait des comportements assez... déviants, on peut dire. Déviants, mais assez pressants sexuellement. C'était quelqu'un de très actif, si je peux dire, à son âge, et quelquefois avec son frère. Et elle a une forte personnalité, et c'est elle qui commande son frère. Et la première fois, elle s'est caressée avec la jambe de mon fils. Et mon fils, il a crié parce qu'il ne pouvait pas s'en sortir. Et il m'a crié « Maman, maman ». Alors je monte en courant quand je vois. Et c'est quelque chose qu'on n'entend pas. Mais c'était assez violent. Ça, c'était les débuts. Et petit à petit, elles grandissent et ça continue à être très pressant. C'était assez affolant et c'était pour l'anniversaire de mon fils. Je ne vais pas entrer dans les détails parce que non, mais je dis à David, mais à quoi vous jouez? Il me dit, non, ne jouez pas, maman. Paola m'a dit, on va faire l'amour. Alors, c'était, bien sûr, c'était quelque chose de terrible qui a marqué énormément aussi David. La toute première crise, ce qu'on va appeler crise, de Grégoire à la maison, c'était 15 jours ou 3 semaines après son arrivée. On avait des voisins, ils viennent prendre l'apéritif une fin de journée, c'était l'été, et on avait sorti des biscuits apéritifs. Et Grégoire voyait ça pour la première fois. Il a tout mangé en quelques minutes. Et quand il n'y en avait plus, il nous en a redemandé d'autres. Et quand on lui expliquait qu'il n'y en avait plus du tout, il a commencé à crier, à pleurer, à hurler et à se taper la tête par terre. Mais sans s'arrêter. C'est-à-dire qu'on ne pouvait absolument pas régler cette histoire, on ne pouvait plus lui parler, on ne pouvait absolument rien faire. Il s'est endormi à la suite de ça, alors qu'il n'était pas tard. Et le lendemain, quand il s'est levé, il avait des bleus partout, il avait des hématomes, il avait des bosses sur la tête. Et il nous a dit, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce qui se passe? Et on lui a dit, mais tu te rappelles pas? Il se rappelait absolument pas ce qui lui est arrivé. Et puis tout ça s'est aggravé au fur et à mesure qu'on avançait. Il avait une attitude de refus total de l'autorité. Il nous a toujours dit, je veux pas être comme mes frères, je veux pas être un bon élève, je veux pas être un... Parce qu'il voulait pas être comme nous. Il voulait se démarquer. L'image qu'on lui donnait, c'était pas l'image de la famille qu'il aurait aimé avoir. Sonia était en échec de tout ce qu'on pouvait mettre en place.
Elle avait rien envie de faire avec nous, en fait. Par exemple, quand on mettait un film pour regarder tous ensemble, Sonia, elle s'asseyait jamais sur le canapé. Elle se mettait dans un petit coin, comme si elle n'avait pas de place. Mais en fait, elle prenait pas sa place. La grande sœur et puis maman, oui, quand je les voyais, elles rigolaient ensemble, elles se prenaient dans les bras. Elles étaient liées, quoi. Elles étaient complices. Elles étaient très fusionnelles avec l'aînée. Hein. Oui. Parce que je pense que pour Ouais, Sonia, non, ouais. c'était très difficile. C'était très, très difficile. Parce que je voyais qu'ils étaient heureux et qu'ils étaient ensemble, que voilà, moi, je trouvais que j'étais en trop, quoi. J'avais l'impression que c'était moi qui étais en trop. C'est qu'en tant que parents, nous, on a envie d'avoir une petite fille, que tout se passe bien, mais lui, l'enfant, il a un parcours douloureux derrière lui. Et je pense qu'avoir été abandonné, c'est une blessure indélébile. Et que quand on trouve une famille, après, on met la famille à l'épreuve pour voir jusqu'où ces gens-là sont capables d'aller. Et Sonia, elle est championne dans ce genre d'épreuve. Aujourd'hui, on en rit, on n'a pas ri tous les jours. Mais ça a été chaud. Ça a été franchement très, très, très dur. C'était vraiment l'épreuve du combattant, quoi. Parce que elle nous a vraiment pourri la vie. Je pleure, je ris en même temps, mais ça a été franchement extrêmement difficile de se faire rejeter par son enfant. Ma mère dit que je la rejetais. Moi, je pense que je voulais pas être sa chose, en fait. Je pense que c'est ça. Je voulais pas être sa chose. Je voulais pas être son chien. Je voulais pas être faire ce qu'elle disait parce qu'elle le disait. Je voulais pas. Donc avec ma mère, c'était très conflictuel parce que je pense aussi que ses raisons n'étaient pas que des bonnes raisons. Je lui aimais entendre de la bouche de ma mère ou de mon père de dire ben, on pouvait pas et donc du coup nous aussi on te dit merci de faire partie de notre vie plutôt que ce soit à moi de dire merci parce que j'ai de la chance de plus manger que des pâtes de poulet, j'ai de la chance de faire des études, j'ai la chance d'aller à l'école, j'ai de la chance d'avoir des habits, j'ai la chance de, donc qu'à dire merci et alors que en fait eux aussi ont la chance d'avoir le droit d'avoir un enfant alors que la nature a priori leur avait pas donné. J'attaquais énormément mes parents là-dessus. Vous faites ça pour vous, en fait, pas pour moi. Donc des colères, des cris, des pleurs. Et puis je me tapais un peu contre les murs. Parce que les phrases après horribles qui viennent de bah, si on avait su, tu serais resté là-bas. Les phrases de du coup, de toute façon, t'es pas ma mère, t'es rien. Qui l'a blessé tout autant. Donc après, ça devient des phrases violente. De toute façon, t'aurais été qu'une pauvre chose, t'aurais fini dans la rue, t'aurais fini rien. Ensuite, quand j'ai découvert que peut-être c'était toute ma faute, en fait, qu'ils avaient raison, et que effectivement, j'étais pas assez reconnaissante, que si dans la famille ça se passait mal, c'est parce que je comprenais pas que j'étais vraiment quelqu'un en fait, qui était rien, en fait. Et du coup, je leur devais tout, surtout à elle, à ma mère, et que finalement, Nounou pouvait pas me garder, ma biologique n'avait pas pu me garder, eux n'en pouvaient plus de moi. Donc forcément, à un moment donné, on se dit qu'ils ont raison et qu'on n'a rien à faire sur cette planète. Et donc oui, très tôt, vers 9 ans, j'ai commencé à vouloir disparaître. Donc j'ai voulu, je sais pas où j'avais vu ça, me mettre un sac plastique sur la tête. Et puis j'ai vu ma petite sœur qui passait à ce moment-là. Et j'ai arrêté mon action. Et ensuite j'ai entendu ma mère qui disait, elle fait ça exprès pour te faire du mal. Donc du coup, voilà, vous devenez un monstre en fait, qu'on a voulu aider et qui en est incapable. J'ai voulu disparaître de cette terre. Je pensais que personne ne me regretterait. Il y a un moment donné où j'ai fait une fugue et j'étais persuadée, mais vraiment convaincue,
que mes parents ne me rechercheraient pas, en fait. Parce qu'ils se diraient, bah, tant mieux, elle est partie, c'est tant mieux pour nous, en fait. Et j'ai été retrouvée par la gendarmerie qui m'ont ramenée au domicile de mes parents. Et j'étais étonnée que ma mère c'est complètement idiot, mais j'étais étonnée. Je pensais pas que ma mère allait me chercher. J'étais tellement persuadée qu'on ne m'aimait pas, en fait. Ça en devenait vraiment pathologique au final, et parano, parce que j'étais tellement persuadée que depuis que j'étais née, on ne m'aimait pas, ou que j'étais placée, déplacée d'endroit en endroit, et que de toute façon on ne m'aimait pas. Et que, peu importe que je sois là ou que je ne sois pas là, pour moi, ça ne changeait pas pour les gens. Il testait, il testait, il testait, il testait. Je pense qu'il teste comme ces enfants-là, de voir jusqu'où on va l'aimer, qu'on ne va pas l'abandonner. Paola, c'est une fille qui nous a testé dès le début. Et qui continue à te tester encore. Pas une fois par mois, ni par semaine, mais beaucoup de fois par jour. Pour le moindre des choses, elle se mettait déjà en colère. Et oui, quelquefois, elle me poussait et jusqu'au point d'avoir un contact physique. Ces enfants qui ont connu des maltraitances dans la famille, dans ce cas-là, c'était la mère qui était frappée. Donc, en fait, il y a une espèce de transfert. Et donc, en fait, c'était sur ma femme qu'elle s'en prenait le plus. Alors moi, évidemment, j'étais là pour défendre ma femme, parce qu'elle était agressée, donc je la défendais comme je pouvais. Quelquefois, de façon peut-être maladroite. En lui donnant une fessée, ou en lui tirant les cheveux, par exemple. Ce que c'est dur pour moi, c'est que je réagisse violemment en face de sa violence. Je disais, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi jusqu'à ce point? Mais c'est plus fort. C'est plus fort que soi. Moi, j'ai pu être virulente envers elle. Je me souviens une fois dans la douche, je lui ai serré le kiki, j'en pouvais plus, quoi. Mais j'ai vu dans son regard que finalement, elle éprouvait de la satisfaction à ce que je devienne violente. Donc là, j'ai compris tout de suite. Et là, je lui ai dit, Sonia, qu'est-ce qui vient de se passer, là? Tu me pousses à devenir violente avec toi et tu éprouves du plaisir à ça. Mais ça, c'est pas une bonne relation, c'est pas constructif, on peut pas continuer comme ça, ce n'est pas possible. Moi, je pense qu'avant lui, j'avais jamais crié de ma vie et je me reconnaissais pas. En colère, à crier, à devenir quelqu'un d'autre. Et il y était pour rien, mais je lui en ai voulu. Avant lui, on vivait pas comme ça. La vie était devenue beaucoup plus difficile. Toute différente, toute transformée. Je repensais à ma mère qui disait « Vous allez gâcher votre vie ». J'ai vraiment pensé à certains moments qu'on avait gâché notre vie. Je suis persuadée qu'à certains moments, si j'avais dit à Jean-Michel « Jean-Michel, tu crois pas qu'on a fait une erreur ?» Le mot « erreur » serait devenu comme un tintamarre dans notre tête et serait devenu prédominant. Puis il y avait nos deux autres enfants qui n'avaient pas l'air de penser ça. On disait « Moi, je suis la seule à penser ça. Je suis peut-être moi moins bonne qu'eux, moins généreuse en ce moment, mais voilà, demain ça ira mieux parce que eux ils tiennent le coup. Puis il faut surtout pas le dire parce qu'on aurait l'air de quoi d'avoir fait le mauvais choix. Reconnaître devant les autres que c'est bon, on a pu se rater, c'est très difficile par rapport à l'image qu'on donne. On voyait de moins en moins de gens parce qu'on n'avait pas envie de se donner en spectacle et on n'avait plus envie d'être jugé parce que c'est ça qui se passe aussi, c'est que les gens vous jugent. Elle était très dans la manipulation, elle était beaucoup dans le mensonge, elle racontait des histoires à l'extérieur qui nous revenaient, nous... Enfin, les gens venaient nous demander des comptes, alors que tout était faux. Elle inventait de toutes pièces des choses. Donc ils pensaient qu'elle était pas heureuse et qu'on était des mauvais parents. C'est ça, c'est surtout ça qu'on a vécu. C'est l'image que ça renvoyait, quoi. Notre famille, c'est qu'on n'était pas des bons parents.
Et puis je me suis posé un tas de questions sur pourquoi cet enfant n'y arrivait pas. Après, j'ai compris qu'elle était en conflit de loyauté et que, quelque part, m'aimer moi, c'était ne plus aimer sa mère. Et là, j'ai commencé à regarder sur le net les témoignages des gens et j'ai découvert que finalement, j'étais pas la seule à vivre ça, que d'autres gens comme moi étaient en grosse difficulté que leurs enfants. Et à l'instant T, j'ai été déculpabilisée. Enfin, on disait, ma fille a des troubles de l'attachement, elle a des troubles du lien qui sont liés à son histoire. Enfin, c'était plus de ma faute, quoi. J'étais pas responsable de son mal-être. Et j'allais pouvoir aussi commencer à l'aimer autrement. Et là, ma relation avec elle a commencé à changer. Elle était toujours aussi difficile, hein. Elle était toujours dans le rejet. Mais moi, j'avais un autre regard. Ma mère en est arrivée à un point où elle a été capable de dire qu'elle ne m'aimait pas. Mon père, lui, il a pris ses responsabilités, en fait. Bien sûr qu'à un moment donné, d'ailleurs, dans mes premières années, il s'est dit il faut qu'on la ramène, en fait. Et il se trouve que lorsqu'ils sont venus me chercher, il y avait une autre famille qui était venue adopter. Et en fait, très vite, ils se sont rendus compte que la petite fille qu'ils avaient prise, ça ne conviendrait pas. Donc, en fait, ils l'ont ramenée. Et mon père avait été choqué et scandalisé. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il a eu cette pulsion de vouloir me ramener, il s'est dit non, parce que je ne pourrais plus jamais me regarder dans la glace et je ne voudrais pas être ce salaud-là. Une des choses que mes parents ont très bien faites, c'est quand ils se sont rendus compte qu'ils n'arriveraient plus avec moi, c'est de me mettre dans des écoles ou dans des lieux où les adultes pouvaient agir un peu à la place. Et ça, je pense que c'est la chose la plus sage qu'ils aient faite, de laisser le relais, de passer le relais. Comment faire quand on n'en peut plus, quand la colère a gagné? Parfois, il n'y a pas d'autre choix que de se séparer, recommencer l'histoire au début. On a vu beaucoup de personnes, mais ce n'était pas la bonne. En fait, déjà en mai 2015 et une autre fois en septembre 2015, nous avions écrit à des services sociaux, je ne vais pas les nommer précisément, mais enfin pour dire comment évolue la situation avec Paola, comment les violences s'accentuaient au fur et à mesure, verbales et puis physiques, etc. Et donc on disait, avant qu'un drame n'arrive, on voudrait trouver une structure, une aide spécifique pour Paola. On n'a pas eu vraiment de réponse sur ces deux sujets. Et le drame est arrivé donc en novembre, le 6 novembre 2015. Donc on pensait aller faire une randonnée en forêt de Rambouillet, donc avec Paola et David. Alors, Paola, dès le départ, avant que nous quittions la maison, ne voulait pas aller. Finalement, elle est rentrée dans la voiture. Nous sommes partis en forêt de Rambouillet. Il voulait rester dans la voiture. Elle voulait rester dans la voiture, alors que ça commençait un petit peu à dégénérer, au moins sur le plan verbal. Finalement, elle sort de la voiture et il a commencé à taper son frère. Et je dis, mais Paola, arrête, s'il te plaît, on va faire la randonnée. Et tout à coup, il commence à taper mon mari. Je dis, s'il te plaît, tu arrêtes. Et tout à coup... Le coup est parti. Un coup est parti de son côté qui atterrit sur mon nez. Sur le nez. Et le nez était cassé. Saigné. David était affolé. Tout le monde affolé, mais bien sûr elle aussi, parce que je sais bien qu'elle ne voulait pas faire une chose pareille. Je sais bien. Mais le mal était là. Et là, alors, l'assistante sociale, on avait rendez-vous 2 jours après. Et bien sûr, j'étais tout marquée. Et là, on dit, ça part au judiciaire. Et le mercredi après, on m'appelle et on me dit, ça y est, on a trouvé quelque chose pour votre fille et elle ne va pas venir à la maison. Et ils sont allés la chercher à l'école, au collège, pardon. Et depuis, elle est placée. Peut-être ça peut être brutal de dire, mais c'était comme une délivrance d'un côté. Délivrance parce que c'était
tellement difficile à la maison, tellement difficile pour tout le monde, pour tout le monde. Mais de notre côté, c'était aussi triste. Mais c'était, oui, c'était ambigu et on voulait une séparation, mais pas de cette façon-là. Parce que maintenant, on la voit 2 fois par mois et avec son frère 1 fois par mois. Je l'aimais, mais en même temps, elle me faisait tellement souffrir que je ne savais plus comment faire avec elle. Ça a été mieux à partir du moment où on a décidé de... Enfin, moi, j'ai saisi la justice, en fait. J'ai demandé un placement en famille d'accueil avec un droit de visite. Tu venais 1 fois par mois. Tu devais avoir 15 ans. J'avais 15 ans, ouais. Oui, le jour où on m'a dit, du jour au lendemain, tu vas être en famille d'accueil, tu verras plus tes parents pendant un moment. Ta famille, tu pourras pas leur dire au revoir. Ouais, ça se fait aussi, les services sociaux font aussi des choses un peu... Ça a été l'ascenseur émotionnel, là. Ça a été très, très dur. Je suis descendue aussitôt de je sais pas combien d'étages. J'avais plus le droit de communiquer avec ma maman, donc l'appeler. J'avais pas le droit de lui dire où j'étais. C'était vraiment coupure... Ceci dit, c'est quand même ce qui t'a permis de m'appeler, de me dire « Maman, là, ça va pas du tout, ils ne veulent plus qu'on se voit. » Oui, et j'ai pas le droit de te dire où je suis. Donc en même temps, ça nous a permis aussi à nous de nous dire on va peut-être être séparés, mais on est toujours ensemble. Et c'est ça qui m'a permis de me dire purée, mais t'as vu jusqu'à où t'as été pour arriver à là, pour te dire qu'aujourd'hui, c'est en fait ta mère adoptive que t'aimes. C'est la seule qui t'a aidé, quoi, qui t'a aimé. Donc c'est là que si je me suis mis dans la tête, mais pourquoi j'ai fait tout ça, quoi? Faut te pardonner. Allez. Pour moi, j'ai perdu tes années. Mais non, Sonia, on a réouvert les tiroirs, et c'est faux, réouvrir les tiroirs. Si tu laisses ton tiroir avec plein de bordel dedans, t'arrives jamais à le ranger. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. De toute façon, à chaque fois que... Je sais pas pourquoi. À chaque fois que tu me laissais, j'avais l'impression que c'était un abandon. Bah oui, je pense que oui. C'était un mal pour un bien. Il fallait que tu comprennes à un moment donné que c'était plus possible, quoi. Ça a été dur. De toute façon, dans la vie, c'est comme ça. Hein. Si tu pousses les gens à bout, à un moment donné, ils en peuvent plus, Sonia. Ah oui, je suis d'accord, je sais. Maintenant, je le sais. Hein. Un jour, on lui a refusé je ne sais quoi. Il avait, 13 ou 14 ans, mais déjà à une époque où, physiquement, on n'a jamais pu le maîtriser dans ces crises-là. Et ce soir-là, c'était un soir de novembre, il pleuvait. Il s'est mis en colère et il s'est mis à casser ses affaires dans sa chambre. Quand il a eu tout cassé, il a commencé à essayer de casser les nôtres. Il a essayé de casser la porte d'entrée. Et là, Jean-Michel a vu rouge. Je suis couru après parce qu'il était dehors et il lançait des cailloux dans la vitre de la porte. Il donnait des coups de pied, il a essayé il voulait d'abord tout des casser. coups de pied, puis après il a lancé des cailloux. Et là, je suis sorti, mais comme une fusée, je lui ai couru après, je l'ai plaqué au sol et j'étais prêt à le balancer, je sais pas quoi, un coup de poing. Et Grégoire criait, criait tellement fort, mais d'une façon quasi inhumaine. On était dans un petit quartier, il y a la voisine qui a ouvert sa fenêtre, une voisine qui nous connaît bien. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Vous voulez que j'appelle les pompiers? Quand j'ai vu les proportions que ça prenait avec Jean-Michel et que ça devenait dangereux physiquement, j'ai attrapé Grégoire. Il était toujours au sol, j'ai pris la place de Jean-Michel, j'avais les mains posées sur ses bras, j'étais à cheval sur lui. J'ai dit, Jean-Michel, rentre à la maison. Et là, je me suis dit, cette fois, c'est la bonne. Si je trouve pas les bons mots, on est foutus. On est tous foutus. Je suis arrivée à lui dire, si tu veux, si c'est vraiment insupportable pour toi, tu peux partir, on peut se quitter, t'es pas obligé de rester avec nous. Grand silence. Il m'a dit, je peux me lever? Je lui ai dit oui. Mais je revois, on était trempés, on était dans la boue. Et il nous a dit, est-ce que je peux partir?
On lui a dit oui. Et c'était 11h du soir. Donc il est parti sans rien. Moi j'étais très inquiète. En même temps, je savais... Moi j'étais tranquille. C'est marrant parce que j'ai pas du tout eu de culpabilité de lui avoir dit ça. Si je lui disais pas, notre vie était foutue. Si je lui disais, c'était la solution parce qu'il allait savoir qu'on était capable de le lâcher. Le surlendemain, il est rentré dans la maison, il a rien dit, il est monté dans sa chambre, il s'est lavé. Au moment du repas, il est descendu manger. On n'en a plus jamais reparlé. En fait, quand j'ai quitté la maison familiale, j'avais 17 ans. J'étais toute seule en appartement. Parce que j'ai eu mon bac à 17 ans, en fait. J'avais un appartement, etc. Il y avait les fêtes, les copines, les copains, l'alcool. Et je buvais beaucoup, en fait. Pendant les fêtes, je me saoulais parce que... toujours ce mal-être. Et donc voilà, au décours de mes pérégrinations... estudiantine, etc. J'ai rencontré des mauvaises personnes, dont un garçon qui m'a pas demandé si je consentais à avoir des relations avec lui, qui s'est servi tout seul. Après, ça a été porte ouverte. Ça a été porte ouverte parce que j'étais malheureuse en fait au final. Ça a été vraiment. Je te rencontre, hop, je te connais pas, on couche ensemble. Et moi, la seule chose que m'a apporté les hommes à cette époque-là, c'est une sorte de contact physique, on va dire. Donc moi, je croyais que c'était de la tendresse, de l'amour, etc. Mais non, c'est pas de la tendresse et de l'amour, c'est juste du contact physique, être dans les bras d'un garçon, etc. Ça m'apportait rien. Donc j'ai arrêté. Il a fait des expériences dans sa grande adolescence. C'était limite dangereux, c'était limite... Enfin, c'était pas vraiment du tout ce qu'on a vécu nous. Et ses frères non plus, n'étaient pas du tout dans ces difficultés. Enfin, il s'est mis en danger à certains moments. Quand il a eu son permis et sa première voiture, il y a eu toute une période où il disparaissait pendant des semaines. Il vivait dans sa bagnole, on ne sait absolument pas ce qu'il faisait. Et puis on le voyait débarquer. Il a vécu 2 ans dans sa voiture. On le voyait débarquer et il venait nettoyer sa voiture, faire la lessive. Et puis après, il redisparaissait avec des copains dans un bois ou tout seul. Tout seul. L'adolescence est une épreuve initiatique. S'éloigner, se mettre en danger, c'est une façon de devenir maître de son histoire. Mais l'adolescence, c'est aussi le moment où l'enfant adopté a besoin de savoir d'où il vient. Il doit réécrire son roman familial, faire la paix avec ce double jeu auquel on ne cesse de le renvoyer. Je me disais, ma mère, c'est pas possible qu'elle soit morte. Je me suis dit que non, je suis sûre et certaine que je peux la retrouver. Donc j'avais demandé à maman si on pouvait demander à l'orphelinat. Et ils nous ont répondu. Ils nous avaient envoyé une petite cartonnette en disant que tel jour, ma maman était morte et que tel jour, je suis arrivée à l'orphelinat, donc mon papa m'a déposée et qu'il n'y avait que ça. Et que c'était les seules informations qu'ils avaient. Parce que mon père ne voulait pas me reconnaître après. Ne voulait pas que je retrouve. On était tous en groupe, je me rappelle. On était une petite bande de 10, voilà. On avait tous besoin de se prouver aussi à soi-même, mais aux autres, qu'on existait. Et qu'on existait par quelqu'un. Et ce quelqu'un, en fait, c'était nos parents. Il y a une personne qui disait, moi, ma mère, elle est designer, elle construit des meubles, tu vois. Et puis après, moi, j'ai le caractère de mon père. Moi, j'ai le caractère de ma mère. Moi, j'ai les yeux bleus de ma mère. Et là, tous les regards se sont... voilà, on m'a regardé. On m'a dit, toi, Dimitri. Moi, je leur ai dit, tout simplement, j'en sais rien. Et j'aimerais beaucoup savoir. Et c'est vrai que ça fait... C'est pas facile, hein,
Voilà, c'est pas facile. Moi, c'est plus comment est mon père, ma question le plus souvent, mais le caractère de mon père. Parce que pour moi, un fils doit ressembler à son père, on va dire. Il doit être comme son père, on va dire. Du coup, ça, je me pose tout le temps la question. Pour moi, quand j'étais petit, je suis toujours sorti du ventre de ma mère qui m'a adopté. Je veux dire, imaginons, nos parents nous auraient pas dit qu'on était adoptés. Enfin, moi, personnellement, j'aurais rien remarqué. Enfin, si, étant petit, personne te disait oh, moi, mon frère, c'est mon vrai frère, ça, c'est ma vraie mère, toi, c'est pas tes vrais parents. Je pense que psychologiquement, ça changerait beaucoup de choses et ça nous prendrait moins la tête. Dans l'enfance, on entend « Ah, mais c'est pas tes vrais parents ». En grandissant, malgré tout, on entend « C'est pas tes vrais parents ». Donc, si c'est pas mes vrais parents, aux yeux comme ça, communs, c'est qu'on est quand même malgré tout dans un mensonge. Même ma grand-mère, aujourd'hui, quand elle me présente, bien qu'elle soit fatiguée, et je l'aime beaucoup, dit « Ma petite fille des Amériques ». Parce que pour elle, c'est les Amériques. Donc, en fait, on veut malgré tout qu'on garde ces deux vies tout en vivant qu'une. Et on nous demande de rester normal là-dedans. Ben non, à un moment donné, émotionnellement, on pète des plombs. Une fois, j'étais avec ma maman, on était dans l'appartement, à la maison. Et puis, je venais de regarder, en fait, mon dossier d'adoption. Et ce que j'ai dit à ma maman, c'est, je lui ai dit, oui, il faut que j'aille en Bulgarie. Tu sais, maman, j'avais dit là-bas, tout le monde m'attend, tout le monde va me reconnaître. Parce qu'elle a dit, mais je ne pense pas, par gentillesse, je ne pense pas que les gens t'attendent là-bas. On en a vite fait parler avec maman, de faire un voyage en Inde pour découvrir et puis voir dans quel pays j'étais. Avant, je me disais non, c'était pas possible. Je me disais, c'est pas possible parce que j'ai peur. J'ai peur qu'on me laisse là-bas. C'est un autre abandon. On peut plus te laisser là-bas maintenant, c'est plus possible ça. Non, mais que voilà. Que tu te perdes. Oui, j'ai peur. peur. L'ambassade, tu peux pas te perdre. C'est pas possible. Oui, mais j'ai peur que, voilà, que là, j'aille me balader, que en fait l'avion, voilà, et puis en fait, super, je vois l'avion partir, et puis les parents dedans, et oui, d'accord, je fais quoi maintenant? Je suis en Inde. J'ai peur de ça, oui. Après. Mais ça n'arrivera pas. Je sais. J'écrivais ce qui me passait par la tête, ce que je comprenais pas autour de moi. Et c'est mon père qui un jour m'a proposé, après une dépression, d'écrire un livre. Je lui ai dit, je comprends pas. Pourquoi écrire un livre? Et il me dit, bon, disons que dans un premier temps, ça peut t'aider, puis ça peut m'aider. Et c'est là aussi où, avec mon père, le lien se fait. Il m'écrit une très belle lettre. J'apprends dans ces pages qu'en fait, il avait rencontré ma biologique. Et ça a été waouh. Donc elle existait vraiment, c'était vraiment quelqu'un, enfin tout devenait concret. Et donc je suis partie. Arrivée là-bas pendant 2 jours, 3 jours, j'étais perdue en fait. Et en fait, j'avais que 3 questions en fait en y allant. Je voulais savoir si elle me ressemblait, puisque tout le temps en fait la question venait souvent parce qu'on se ressemblait pas avec mes parents, donc c'est comme ça que le sujet était souvent abordé. Ensuite, c'était savoir pourquoi elle m'avait pas avorté et pourquoi elle avait accepté que je puisse être adoptée. Du coup, elle m'explique. Elle pleurait beaucoup, tellement que du coup, moi, j'avais un peu moins de larmes. Elle n'était pas pour l'avortement. Et en plus, elle m'avait laissée en pensant qu'elle pourrait me reprendre plus tard. C'était très fort. Et ce qui était le plus fort, c'est que j'avais pas du tout envie de sauter dans ses bras. C'était pas ma mère. Donc la mère ma mère défaillante que je ressens comme défaillante aujourd'hui, c'est ma mère, c'est la mienne. Donc du coup, et mon père qui, pareil, avait plein de défaillances, et c'était mon père, c'était les miens.
Et en fait, quand je suis revenue de là-bas, je suis descendue donc de l'avion. Je descends les escalators. Je ne sais pas comment mes parents se sont trouvés là à l'aéroport Charles de Gaulle, derrière les vitres, m'attendant. Et là, il y avait ma mère aussi. Et je crois que c'est une des plus belles images familiales que j'ai pu avoir. C'est mes parents derrière cette vitre. Et je lui aimais avoir toutes mes années en arrière et dire « c'est moi, je viens vous adopter en fait ». J'ai pas forcément eu envie d'être ce qu'ils voulaient que je sois, ou être comme mes frères, ou etc. Mais aujourd'hui, mon caractère, mais aussi l'éducation qu'ils m'ont apportée, m'aide à être celui que je suis aujourd'hui. Quand ta maison a brûlé, la maison que vous habitiez, tu es arrivé à la maison, tu es tombé en pleurs dans les bras de Jean-Michel. Tu as dit, depuis ce matin, je voulais absolument venir vous voir, et j'avais besoin de vous. Et tu as dit que pour ta compagne, c'était pas la même chose, parce que elle avait personne à qui parler, parce que sa famille, c'était pas sa vraie famille. Grand silence. Pour elle, c'était, enfin, sa famille à elle, c'était pas sa vraie famille parce qu'elle est également adoptée. Et toi, ça voulait dire qu'on était ta vraie famille et que cette histoire d'adoption, on avait, enfin, voilà, c'était une affaire. Voilà, ça nous a bouleversés parce que c'est vrai que ça voulait vraiment dire quelque chose. La relation que j'ai avec mes parents, c'est beaucoup aussi ma femme qui m'a aidé. Parce que c'est quelqu'un qui les aime beaucoup aussi. Et qui, grâce à eux, elle aussi, elle a changé. Ça l'aide à s'améliorer aussi. Et puis notre vie de famille qu'on est en train de construire, quelque part, on construit quelque chose ensemble. Nos enfants, c'est pas que les nôtres. On les éduque dans ce sens-là. C'est que c'est leurs grands-parents et que pour eux, mes parents soient les leurs, quoi, quelque part. Enfin, qu'ils aient autant d'amour pour nous, les parents, que pour mes parents à moi. Notre histoire est notre histoire. Qu'on l'accepte ou qu'on la refuse, qu'on la garde ou qu'on s'en éloigne, c'est la nôtre. Ses parents sont nos parents, qu'ils soient des parents destructeurs, des parents aimants, des parents... Peu importe, c'est les nôtres. Théo, il n'a rien demandé. On a été le chercher. On a été le chercher pour qu'il soit heureux et pour qu'il soit bien. Donc, handicapé ou pas, il faut qu'il soit heureux, il faut qu'il soit bien, il faut qu'il soit épanoui. Et je pense que si ça avait été un enfant biologique, on aurait moins, enfin moi, j'aurais moins cette pression-là. On n'a pas fait des milliers de kilomètres et on n'a pas été le déraciner et le chercher quelque part pour le remettre dans une structure collective. Donc Théo, soit un jour il sera autonome, j'ai des doutes, soit il restera vivre le plus longtemps avec nous. Et le jour où il faudra vraiment qu'il soit, entre guillemets, placé, c'est que soit on est sénile, soit on a Alzheimer, soit on est mort, soit je ne sais pas. Mais... On peut plus tout court, mais c'est vrai que on sait que tu seras avec nous pour un moment. Et on fera tout pour, effectivement. On aurait dû l'appeler Tanguy. Tanguy, ouais. Savoir ça, on aurait dû l'appeler Tanguy. Quelquefois, on dit, mon Dieu, on a, en tout cas ce qui me concerne, j'ai échoué. J'ai échoué parce que je ne sais pas qu'est-ce qui va devenir. Elle n'est plus avec nous. On l'aime. Et il faut qu'il soit très clair, on l'aime. Et sinon, on ne ferait pas autant de choses. Hein. On l'aime et ce qu'on veut, c'est qu'il soit bien dans sa peau. Peu importe ce qu'il va devenir, mais qu'il ait un travail, qu'il puisse s'épanouir comme femme, comme personne. J'espère qu'il sent notre amour et qu'il se sent appuyé par nous, comme son frère. Et on parle très peu de son frère. Il a énormément de problèmes aussi qui ont été toujours éclipsés par les problèmes de sa sœur. L'adolescence commence pour lui, on commence aussi
Mais on continue avec les deux et on cherche des solutions pour l'un et pour l'autre. Nos parents, c'est nos parents. Mon frère, c'est mon frère. Et adopté ou pas, pour moi, ma famille, c'est ma famille, quoi. Enfin, il n'y a pas de différence comparée aux autres. Enfin, on est une famille banale, quoi. Enfin, pour moi, être adopté ou pas, ça n'a rien changé à ma vie et ça changera jamais rien plus tard. Le seul truc, c'est que je pourrais pas adopter d'enfant, c'est tout. Sinon, Moi, pareil, je pourrais pas. J'ai envie de voir ce que ça fait d'avoir un fils à soi qui vient de soi-même. Je pense que c'est plus ça. C'est pour finaliser notre adoption, on va dire. Faire la boucle, finalement. Ouais, pour moi, c'est pour ne plus jamais y penser et me dire, bah voilà, ça aurait rien changé. Enfin. C'était important pour moi de porter un enfant, d'avoir un enfant qui soit dans mon ventre, de connaître ce que c'est que d'être mère de son ventre. Et puis mon mari me dit, moi j'aimerais bien aussi adopter des enfants. Et moi je dis, ah non, surtout pas. Impossible pour moi d'adopter des enfants. Trop de souffrance, trop dur, trop dur. Quand on m'a posé le bébé sur mon ventre, ça a été un moment d'une plénitude intense. C'est-à-dire que la personne avec laquelle je discutais, en fait, qui était dans mon ventre, ça y est, je l'avais devant moi, c'était mon enfant. Et c'était mon enfant. C'était mon enfant. Et lui, je ne l'abandonnerai pas. L'adoption, c'est un voyage, hein. Mais c'est un voyage avec soi et un voyage avec l'enfant, quoi. Faut le prendre comme il est, l'enfant, et qu'il faut jamais lâcher. C'est une sacrée randonnée, quoi. C'est ça que j'ai envie de dire. C'est une sacrée randonnée, ouais. Mais qu'au bout, c'est super. Ouais. Elle a jamais lâché, quoi. Et ça fait que maintenant, on est toutes les deux ensemble et qu'on avance la main dans la main, quoi. Ouais. On est soudés maintenant. On s'est découvert et que maintenant, on n'est pas prêt de se lâcher. Je crois que tu as confiance maintenant. Ah bah oui, maintenant j'ai confiance, oui. J'ai entièrement confiance en toi. Oui, il n'y a pas de souci. Tu seras ma maman pour toute la vie, maintenant c'est fini. Il n'y a plus de... Il n'y a plus rien, c'est toi et c'est tout. T'es ma maman maintenant.